Ce soir, on va parler du massacre des Arméniens. Alors, je tiens d'abord à saluer Monseigneur, archevêque des Arméniens, mon père, cher ami, et Maître Mahé, membre de l'Académie Inscription des Belles Lettres. Le massacre des Arméniens, après l'éclatement de l'Empire ottoman, les jeunes Turcs, avec différentes complicités. Et il est bon de se rappeler quelle fut l'idéologie des jeunes Turcs. Une idéologie à la fois révolutionnaire, s'inspirant des principes de la Révolution prétendument française, et les complicités de certains pays d'Europe, en particulier l'Allemagne. Il est bon de se rappeler que les Arméniens ne furent pas les seules victimes de cette épuration ethnique et religieuse. Les Grecs, les Syro-Chaldéens, les Assyro-Chaldéens et d'autres minorités chrétiennes. Certains de ces réfugiés, de ces pauvres réfugiés, ont pu trouver, ou crurent trouver protection sous le drapeau français au Levant. Et il est bon de se rappeler que malgré les promesses, certains ont été massacrés, malgré la présence militaire française, et il faut avoir le courage d'en donner la raison. Les complicités maçonniques. Il ne s'agit pas de faire mémoire et de se lamenter sur le passé, mais de connaître le passé pour faire face à l'avenir. Regardez le double jeu aujourd'hui de la Turquie, qui bien sûr pratique le déni historique et se fait payer grassement par l'Europe pour nous envoyer des prétendus réfugiés, dans la même logique. Et il est bon de replacer le massacre des Arméniens, le génocide des Arméniens, dans une suite d'autres génocides qui a commencé, et ça a été, on peut dire, la matrice de ces génocides religieux et politiques aussi, la guerre de Vendée. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses analogies entre ces deux massacres. Et sachez qu'aujourd'hui, des chrétiens sont soumis aux mêmes horreurs. On peut penser en particulier à certains coptes. J'ai mis sur mon site un film Daesh contre le Christ, où vous avez le témoignage bouleversant de jeunes veuves qui écrivent leur fierté d'être chrétiens. Quelle leçon pour nous, peuple avachi. D'autres minorités sont persécutées pour leurs raisons religieuses, aujourd'hui encore au Moyen-Orient, et toujours avec la complicité bienveillante de la Turquie. Il est bon de se le rappeler. Et il est bon de se rappeler que le protecteur naturel de ces minorités chrétiennes est la Sainte Russie. Autrefois, ce rôle était dévolu à la France quand elle tenait encore à une certaine politique qui reposait sur la longue durée. Je crois avoir assez parlé. À vous, cher ami docteur Vanès. Et moi, je suis ravi que, professeur, je suis ravi que notre cher et précieux professeur Jean-Pierre Mahé soit là. Je pense moi-même, ce soir, je serai un auditeur attentif et j'apprendrai beaucoup. Professeur, à vous la parole. Bon, eh bien, nous sommes sortis de l'année 2015, qui était l'année du centenaire du génocide arménien, qui en fait résume, enfin,
des événements qui se sont produits à partir de 1915, mais qui ont été très largement prolongés jusqu'à la victoire de Mustafa Kemal en 1923. La chronologie de ces événements reste aujourd'hui bien connue, hein. C'est-à-dire même les plus négationnistes des historiens turcs ne peuvent pas la contester parce qu'elle est trop bien établie. Mais évidemment, il y a un abîme entre les positions des deux parties dès qu'il s'agit de qualifier les faits. Les Arméniens, suivis par une grande partie de l'opinion mondiale, soutiennent qu'il s'agit d'un génocide, ce qui s'est produit, c'est-à-dire de l'extermination systématique de l'ethnie et de la culture arménienne, les personnes et aussi leur culture. Au contraire, le gouvernement turc actuel et les historiens qui défendent la thèse officielle prétendent qu'il s'agit non pas d'un génocide, mais de pertes humaines qui sont dues à la guerre, hein, et aux légitimes mesures de déplacement des populations arméniennes que les Ottomans avaient prises, ou les jeunes Turcs avaient prises, pour assurer la sécurité de leurs frontières. Alors, du côté des gens qui prétendent qu'il s'agit d'un génocide, on allègue un bilan de 1 500 000 victimes arméniennes. Et de l'autre, eh bien, les nombres ne font que diminuer. C'est-à-dire qu'après la guerre, et d'ailleurs un petit peu sous la pression des Alliés, le gouvernement ottoman lui-même avait, au moment de la capitulation en octobre 1918, reconnu 800 000 victimes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui descendent encore beaucoup plus bas, en disant quelques centaines de milliers, enfin pas plus. Et aujourd'hui, en fait, la question peut être tranchée sur la base de très nombreux travaux qui ont été effectués depuis les années 70, on peut dire, jusqu'à nos jours. C'est un fait assez curieux, si vous voulez. C'est que le cinquantenaire du génocide, ça a été 1965. Et les gens qui avaient survécu au génocide, pratiquement, n'en ont jamais parlé, ni à leurs enfants, ni à quiconque, jusqu'à leur extrême vieillesse. Et donc, en réalité, c'est à partir des années 65-70 qu'on a commencé à en parler. Et pour réaliser les progrès qu'on a faits dans l'établissement des faits historiques, il suffirait de prendre les deux éditions successives d'un ouvrage du docteur Yves Ternon, qui s'appelle « Les Arméniens, histoire d'un génocide ». Première édition parue en 1977, deuxième édition parue en 1996. Hein, la différence est absolument considérable, hein, dans la précision des faits. Et entre-temps, on a eu des ouvrages très importants. L'ouvrage de Wagen d'Adrian, hein, qui est paru en traduction française en 1996, et un grand livre de Raymond Arutyoun-Kevorkian, qui a été publié chez Odile Jacob en 2006. Le livre de Kevorkian est extrêmement important parce que il a utilisé toutes les sources qui peuvent rester, mettons, des églises ou des écoles arméniennes pour dénombrer précisément les victimes. Mais le plus important, c'est d'observer que la nature et l'origine des preuves a changé. C'est-à-dire, très longtemps, on a parlé du génocide arménien uniquement d'après des témoignages étrangers. C'est-à-dire, il y avait des missionnaires de différentes nationalités, catholiques ou protestants, qui se trouvaient en Turquie et qui ont assisté, qui ont tenu leur journal, par exemple, et ils ont noté tel jour, on déporte les Arméniens, on massacre, enfin, ils ont assisté, si vous voulez, à des faits qui se sont, d'un bout à l'autre de l'Empire,
passaient tous de la même façon et pendant la même période, et naturellement on pouvait en déduire que tous ces faits avaient été préparés par des instructions gouvernementales et que le génocide avait eu lieu. Mais, on a cité, les Anglais avaient saisi en Syrie un certain nombre de documents ottomans qui étaient des ordres officiels et qui étaient des documents chiffrés. Ces documents ont été contestés parce que les Turcs ont eu beaucoup de chance. Il se trouve qu'ils ont été apportés au tribunal de Berlin qui a jugé l'exécuteur, je devrais dire plutôt que le meurtrier, de Talyat Pacha, l'un des responsables. Et les Allemands, vous savez que ce meurtrier a été acquitté par le tribunal allemand à l'époque, mais comme les Allemands étaient largement complices des Ottomans, ils l'ont acquitté non pas parce qu'il était innocent, mais en disant qu'il était aliéné au moment des faits. Hein. Donc ils ont dit qu'il était fou, on ne peut pas punir un fou qui a assassiné quelqu'un comme ça. Alors aujourd'hui, les sources turques et allemandes donc sont passées au premier plan. C'est-à-dire, l'évidence du crime s'est imposée même à des chercheurs turcs, comme Taner Akçam, qui a écrit un livre sur le génocide arménien qu'on peut lire dans la collection Folio. Hein, il a été imprimé dans la collection Folio en 2012, et il s'intitule « Un acte honteux hein. ». Ce mot « un acte honteux », il faudrait le mettre entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est une citation de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, qui a lui-même beaucoup d'Arméniens sur la conscience, a attaqué, si je puis dire, ses adversaires politiques en les accusant du génocide arménien. C'était un moyen tactique de s'en débarrasser. Alors, je citerai encore un autre nom. C'est un savant kurde, Fuat Dündar, qui évidemment parle parfaitement le turc, et qui a publié en 2012 un livre qui s'appelle Crime of Numbers, qui est une étude sur les statistiques préparées par le gouvernement ottoman, jeune turc, pour expliquer ce qu'il voulait faire. N'est-ce pas? J'ouvre des guillemets. Le mot n'était pas purification ethnique, c'était remodelage ethnique de l'Empire, l'ingénierie ethnique de l'Empire. Inutile de vous dire que les inventeurs de ces mots étaient des Allemands. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, vous voyez, les Turcs ne peuvent plus prétendre qu'on leur présente des témoignages mensongers parce que les savants qui parlent du génocide s'appuient exactement sur des sources turques ou, ce qui revient au même, certaines sources allemandes qui proviennent de l'état-major et qui donc témoignent des plans de guerre qui avaient été élaborés par le gouvernement de l'époque. Alors peut-être pour bien comprendre, la première chose qu'on doit se poser, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi est-ce que tout à coup les Turcs, qui au fond s'étaient emparés de l'Arménie au XVIe siècle, pourquoi est-ce que au début du XXe siècle, ils ont voulu se débarrasser des Arméniens? Ça faisait au fond 4 siècles qu'ils les supportaient. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, n'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose qui nous est peut-être à nous difficile, parce que nous vivons ici dans l'illusion que le génocide des Arméniens est lié d'une façon ou d'une autre à ce que nous appelons la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et nous ne réalisons pas assez que la Première Guerre mondiale n'existe pas pour les Turcs. C'est-à-dire, ils ont été alliés des Allemands de 14 à 18, mais pour eux, cet épisode, au fond, n'est que le volet central d'un conflit beaucoup plus long, qui commence en 1911 avec la conquête italienne de la Libye, suivie des 2 guerres balkaniques de 1912-1913. Donc ils sont tout le temps en guerre depuis 1911, hein, et qui s'achève
de 1918 à 1923 par ce qu'ils appellent la guerre de libération, par laquelle Kemal Atatürk a empêché le dépeçage de l'Anatolie et a sauvé la Turquie moderne de la débâcle de l'Empire ottoman. Donc, pour eux, si vous voulez, c'est une guerre d'indépendance, une guerre très longue qui a duré de 1911 à 1923 et dans laquelle ils n'ont fait que appliquer, si je puis dire, les principes de la légitime défense en se débarrassant des Arméniens, puisqu'il le fallait. Hein. Pourquoi cela? Eh bien parce que sans le vouloir, et simplement en vertu de l'histoire et de leur position géographique, les Arméniens se trouvaient dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que juste avant donc, la guerre mondiale, les Turcs sont obligés de signer des traités de paix qui leur consacrent la perte de la totalité de leur territoire européen. Et du même coup, ils vont avoir des milliers de réfugiés turcophones des Balkans et de l'Empire russe qui vont se affluer en Anatolie, hein, en Asie mineure. Hein. Et donc, il va se produire quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que avec ces réfugiés, n'est-ce pas, les Turcs ou les turcophones vont devenir majoritaires en Anatolie, ce qu'ils n'avaient jamais été. Hein. Il n'y avait pas une circonscription dans laquelle la population n'était pas mélangée. Tandis que là, maintenant, avec les réfugiés, ils sont majoritaires. Et d'autant plus qu'ils expulsent les Grecs des îles de la mer Égée, de Thrace et d'Ionie, en sorte que les Arméniens restent le dernier groupe important non musulman en Anatolie. Hein. Et justement, la question arménienne qui avait été posée pour la première fois en 1878 dans le traité de Berlin, qui met fin à une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Bien, cette question rentre dans une phase décisive en 1914. Parce qu'en 1914, les puissances, juste avant la guerre, hein, c'est-à-dire en 1914, les puissances occidentales disent aux autorités turques, aux autorités ottomanes, je devrais dire, vous aviez promis d'accorder une certaine autonomie aux Arméniens en 1878, vous n'avez rien fait, vous en avez même massacré un certain nombre, d'abord en 1893, ensuite en 1894, ensuite en 1909. Eh bien, maintenant, on va envoyer des inspecteurs et ils vont regarder si vous appliquez ou non les réformes. Alors, les Turcs, à ce moment-là, se disent, mais si on les laisse faire, on va poser un statut d'autonomie à l'est de l'Asie mineure pour les Arméniens, et cette autonomie se transformera en indépendance, et donc ça sera le dépeçage, on peut dire, du cœur de la nation turque, et on ne peut pas accepter cela. Hein. Donc, l'expression qu'ils emploient, c'est l'Anatolie, c'est le cœur de la race, le bastion de l'identité turque. Et leur problème, c'est de sauver l'État et de le... Alors, c'est là que ça dévie un peu, ça dérape un peu. J'ouvre les guillemets. Il faut le guérir et il faut le régénérer. Hein, parce que les Arméniens sont évidemment une maladie et une dégénération de la nation turque. Et il faut donc le débarrasser de toute souillure étrangère, ou du moins des non-musulmans. Hein. Et donc, en effet, à la différence de Mustafa Kemal, les jeunes Turcs, si vous voulez, les jeunes Turcs sont matérialistes et athées.
mais ils intègrent l'islam à l'identité nationale. Vous savez, Kemal a lutté pour la laïcité, ce n'est pas du tout le cas des jeunes Turcs. Alors, la guerre qui éclate entre les nations européennes, jusqu'alors les nations européennes étaient coalisées contre la Turquie, bien maintenant, comme elles sont en guerre entre elles à partir de 1914, pour les Turcs, c'est le moment de réparer l'erreur qu'ont commise leurs ancêtres il y a 400 ans, quand ils n'ont pas obligé les Arméniens à s'islamiser, sous peine de mort, n'est-ce pas? Et donc maintenant, on va pouvoir arranger tout cela. Hein. Et nous avons des observateurs étrangers, comme l'ambassadeur des États-Unis, qui s'appelait Henry Morgenthau, ou encore des différents pasteurs allemands ou interprètes allemands qui entendent les Ottomans, les dirigeants de l'Empire ottoman, jeunes Turcs, leur dire « Nous allons en finir radicalement avec les ennemis de l'intérieur et principalement les Arméniens. Hein. Les Syro-Chaldéens sont dans le même wagon, les Syro-Chaldéens et les Grecs sont dans le même wagon, si je puis dire, que les Arméniens. Les Arméniens parce qu'ils sont chrétiens, comme l'a indiqué le père tout à l'heure. Alors, vous savez que le parti des jeunes Turcs s'appelle le Comité Union et Progrès. Et il décide, pour se préparer à cette opération, de transformer en organisation clandestine une organisation spéciale, c'est-à-dire un service secret qui existait déjà, qui s'appelait Teşkilat-i Mahsusa, qui avait été créé, c'était le contre-espionnage qui avait été créé pendant la première partie de la guerre, c'est-à-dire de 1911 à 1913. Et ce nouveau service secret sera dirigé par le comité central de leur parti à Constantinople, avec un quartier général à Erzurum pour exécuter les massacres sur le terrain. Et on envoie un des membres du parti, qui s'appelait Shakir, et qui est chargé de recruter des tchétés, c'est-à-dire des bandes armées, des gens qu'on fait sortir de prison, des assassins, ou alors, si vous voulez, des circassiens pas très à moitié sauvages, qu'on va mettre sur le terrain, justement pour tuer, pour faire la mauvaise besogne. Alors, après ça, maintenant qu'on a les instruments, c'est-à-dire l'organisation secrète et les bandes d'assassins, hein, pour mener cette affaire, il va falloir légitimer les massacres envisagés. Et on avance, si vous voulez, deux motifs. Le premier, le trahison des Arméniens. Alors, le djihad, ça a l'air extraordinaire, mais c'est strictement vrai, ce que je vais vous dire. Le djihad est une idée allemande. C'est-à-dire que, bien entendu, le mot s'emploie pour la première fois dans le Coran à propos de la guerre que les partisans de Mahomet conduisent pour imposer le pouvoir, la loi du prophète. N'est-ce pas, quand, après l'Hégire, hein, il a quitté la Mecque, il s'est réfugié à Médine, et à ce moment-là, il y a un djihad qui se produit. Mais c'est un des ministres de Guillaume II, qui s'appelait Max von Oppenheim, qui était un très grand spécialiste d'arabe et de l'islam, et un conseiller très écouté par le Kaiser. C'est lui qui est devenu le directeur de la section d'Orient du ministère allemand des Affaires étrangères. Et c'est lui qui fait souffler aux dirigeants jeunes turcs proclamer le djihad. Et donc, le 11 novembre 1914, le Cheikh al-Islam, Mustafa Hayri Bey, conseiller officiel du calife, hein, c'est-à-dire du sultan Mehmed V, Reşat, qui théoriquement
et le chef de l'État, déclarent le djihad, alors j'ouvre les guillemets, contre les ennemis qui ont agressé l'islam et les terres musulmanes, et qui tiennent prisonnières les populations musulmanes. Alors, cette définition inclut évidemment les puissances qui sont entrées en guerre, c'est-à-dire la Russie, la Grande-Bretagne, la France, mais également, il y a des populations qui sont supposées avoir partie liée avec ces puissances. Ce sont les populations chrétiennes de l'Empire, donc principalement les Grecs, éventuellement les Syro-Chaldéens, et éventuellement, non, principalement les Arméniens, éventuellement les Grecs et les Syro-Chaldéens. Tous les citoyens sont mobilisés, tous les musulmans sont mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Empire ottoman. Et par exemple, ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il y a eu des Arméniens tués au Liban ou très loin, ben, c'est tout à fait possible. Il y a eu même des Arméniens qui ont été tués en Perse, alors que ça ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, en application du djihad, parce que tout musulman avait le devoir de tuer ces gens-là. Et donc, il reste à fabriquer, si vous voulez, maintenant, la trahison des Arméniens, et à démontrer que les Arméniens sont des traîtres à l'Empire ottoman et qu'ils méritent la mort. Alors, on va partir de faits qui sont réels, mais qui ne justifient pas, si vous voulez, la définition qui en est donnée. Le 23 juillet 1914, c'est-à-dire bien avant l'entrée en guerre de la Turquie, de l'Empire ottoman, les Russes recrutent des volontaires arméniens, qui ne sont pas d'ailleurs incorporés à l'armée russe, mais qui sont des troupes auxiliaires. Hein. Alors ces volontaires ne sont en aucune façon des déserteurs, d'abord parce que la plupart d'entre eux ne viennent pas de l'Empire ottoman, et d'autre part, si certains d'entre eux ont été autrefois des sujets ottomans, eh bien, ils sont pas encore mobilisés. Il n'y a pas encore de mobilisation à ce moment-là. Alors, on dira plus tard, eh bien, voyez, ce sont tous des déserteurs, les Arméniens sont passés à l'ennemi. Hein. On utilisera cet argument pour cela. Après ça, le 8 août 1914, les délégués d'un parti politique arménien tiennent congrès à Erzurum et ils reçoivent la visite du chef de l'organisation secrète, qui était chargé d'ailleurs par la suite de les éliminer, qui s'appelait donc Shakir. Et Shakir leur dit, eh bien, vous allez inciter vos compatriotes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière russe à se soulever en même temps que les musulmans. Hein. C'est-à-dire, nous allons nous occuper, mettons, des Azéris, mettons, des Adjars, enfin de différentes populations musulmanes qui sont dans l'Empire russe, elles se soulèveront, et vous, les Arméniens, vous les soutiendrez, et comme ça, Enver Pacha, le chef de l'armée turque ottomane, fera une guerre éclair, et il pourra très rapidement se débarrasser du front du Caucase. Alors, les Arméniens refusent, ils disent, nous avons donné une autre consigne, c'est le loyalisme. Les Arméniens sont des sujets loyaux des États où ils habitent. Donc, les Arméniens russes passeront sur le front russe, et les Arméniens, les Arméniens ottomans seront dans les troupes ottomanes. Shakir revient et dit, voyez, ils ont refusé de nous aider, donc ce sont des traîtres. Et là-dessus, on réalise le plan de guerre éclair qui avait été dicté par l'état-major allemand. Et en réalité, la déclaration de guerre ayant eu lieu, à la fin de l'année, il est déjà beaucoup trop tard pour engager, pour se lancer dans une attaque, même du sud de la Russie, à cette saison-là.
Et donc, très très vite, en novembre-décembre, la situation devient épouvantable pour les Ottomans. On a 90 000 Ottomans contre 64 000 Russes, mais les Ottomans perdent 66 000 hommes. Hein, et ils ont 12 000 prisonniers ou déserteurs. Et c'est une catastrophe tellement épouvantable que, alors là-dessus, si vous voulez, des épidémies éclatent dans la population civile. Donc c'est un désastre si épouvantable que les dirigeants jeunes turcs interdisent toutes les communications avec l'Est de l'Anatolie et refusent qu'on l'annonce au peuple. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant le moment favorable pour l'annoncer? Eh bien, on liquide les conscrits arméniens. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient été mobilisés, qui faisaient partie des rangs de l'armée russe, on les met dans des soi-disant bataillons de travail et on les tue. En janvier 1915, donc après cette défaite, réunion secrète des dirigeants qui rédigent un texte qui s'appelle les 10 commandements, si vous voulez, du massacre. Alors ces 10 commandements sont, il faut que ça commence, comment dire, le même jour, de façon que les gens n'aient pas le temps de s'échapper, et il faut, comment dire, empêcher, si vous voulez, toute opposition d'autodéfense. Alors, les préparatifs sont faits et tout est prêt à partir fin mars 1915. Donc, le 20 avril, on dénonce publiquement la trahison, dans la presse, la trahison des Arméniens, et on déclenche les massacres qui ont eu lieu, enfin, à Constantinople, le 24 avril, c'est-à-dire le 24 avril, on a arrêté tous les intellectuels arméniens de Constantinople parce qu'on ne pouvait pas massacrer la foule sans attirer l'attention des observateurs étrangers. On les a déportés et on les a tués. Et ensuite, on a déporté toutes les personnes des vilayets orientaux, hein, et puis après ça, comme il y avait malgré tout, comment dire, des répliques des Alliés qui étaient informés de ces massacres et qui disaient qu'ils en tiendraient ils ont dit la Turquie vient de commettre un crime nouveau contre l'humanité. Notez bien l'expression de crime contre l'humanité, qui est extrêmement important, et nous en tiendrons pour responsables, après la guerre, les dirigeants turcs, qui seront tous jugés pour ce crime. Alors, à ce moment-là, ils ont commencé à prendre peur, et ils ont inventé un habillage juridique de cela. C'est-à-dire que le 26 mai 1915, ils ont dit que on avait le droit de déporter toute population s'il y avait un doute sur la sécurité. L'autorité militaire en avait le droit. Et après ça, le 10 mai 1915, ils ont pris une loi qui justifiait la confiscation des biens des personnes déportées. On disait ces biens étant abandonnés, eh bien, on va les confisquer puisqu'ils sont abandonnés. Et à l'automne 1915, donc, les biens confisqués sont distribués à des, comment dire, ils sont distribués à des réfugiés des Balkans ou des réfugiés musulmans du Caucase, de façon que la place laissée par les déportations arméniennes soit aussitôt reprise par des Turcs. Alors, pendant ce temps-là, les Arméniens qui habitaient l'ouest de l'Asie mineure ont bénéficié d'un certain répit. Eh bien, aussitôt l'été 1915,
on décide de mettre fin à ce répit. Et on va utiliser des moyens modernes, c'est-à-dire la fameuse Bagdad-Bahn, c'est-à-dire le chemin de fer que les Allemands avaient construit pour relier Constantinople jusqu'à Bagdad. Et ce chemin de fer, à l'époque, était presque achevé. C'est-à-dire que la seule chose qui n'avait pas été faite, c'était les tunnels qui se trouvaient dans les montagnes du Taurus, du côté de la Cilicie. Alors ça tombait très bien, parce que, vous voyez, on mettait les déportés ou les victimes, hein, on les mettait dans le train, hein, comme ça. On leur faisait payer leur billet. Il n'y a pas de petite perte. Bon, naturellement, comme le train de déportés n'était pas prioritaire, le voyage jusqu'au tunnel, ou au tunnel à creuser, jusqu'aux montagnes du Taurus, durait des semaines et des semaines. C'est-à-dire, les gens, comment dire, s'arrêtaient à chaque gare, ils devaient passer la nuit ou 2 jours, etc. Naturellement, s'ils voulaient manger, il fallait qu'ils payent. Et enfin, ils arrivaient finalement à l'endroit où s'interrompait le chemin de fer, si je puis dire, pour 100 km dans les montagnes. Et à ce moment-là, on disait, pour votre sécurité, on vous fait accompagner par des gendarmes. Inutile de vous dire que les gendarmes étaient d'accord avec les tchétés, c'est-à-dire avec les bandes armées, qui attaquaient les convois de déportés, qui les pillaient, et ensuite tout le monde partageait fraternellement les biens qui avaient été pillés. Alors, il y avait une infime minorité de gens qui arrivaient de l'autre côté du tunnel, qui reprenaient le train et qui arrivaient à Alep, hein, là. Et Alep était la plaque tournante. Alors, il faut savoir que il y avait comment dire, il y avait à cette époque, au ministère de l'Intérieur, des cartes ethnographiques de remodelage ethnique. C'est-à-dire qu'on avait décidé que la plupart des Arméniens devaient mourir, mais qu'un petit nombre d'entre eux pourraient être épargnés à condition qu'on les envoie vers la Syrie. Pourquoi? Parce que la Syrie, à cette époque, faisait partie de l'Empire ottoman et il y avait trop d'Arabes en Syrie. Alors, un pourcentage d'Arméniens, mettons 3%, était tolérable, hein, et donc on les envoyait en Syrie. Et ça vous explique qu'il y ait encore, enfin, jusqu'à une date récente, hein, il y ait eu beaucoup d'Arméniens en Syrie. Et les autres étaient envoyés vers les déserts de Mésopotamie, hein. Et ces déserts de Mésopotamie, eh bien, on les faisait d'abord tourner en rond, ils arrivaient complètement épuisés, puis une fois qu'ils étaient sur place, eh bien, ils étaient voués à mourir de faim. Alors, je ne vais pas, si vous voulez, trop insister, parce que, naturellement, je sais j'aurais pas mal de renseignements à vous donner, si vous voulez. Je voudrais simplement maintenant conclure. Les progrès de la recherche historique nous convainquent aujourd'hui que ce que le négationnisme de la Turquie actuelle nomme le Metz-Yerern, hein, c'est-à-dire la grande catastrophe, comme s'il s'agissait d'un cataclysme et non pas d'un crime, était en réalité un génocide, c'est-à-dire une extermination programmée, centralisée, planifiée, d'une ethnie et d'une culture qui étaient visées en tant que telles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Empire ottoman. Ce que les Ottomans ont voulu faire en 1915, ce n'est pas d'anéantir, hein, la vie, hein, seulement la vie, l'existence d'1 500 000 victimes, c'est c'est d'effacer en quelque sorte la trace d'un peuple
sur son territoire. C'est-à-dire que on en a encore la preuve, si vous voulez, dans le combat qui s'est mené pour les noms des lieux. Hein, voyez ? À l'heure actuelle, il y a encore une véritable lutte de ce côté-là. Je me rappelle, j'étais un jour avec quelqu'un du ministère de la Culture en Turquie, et je dis par hasard la ville d'Éphèse. Hein, et il me dit, aujourd'hui, Éphèse est une marque de bière. Il n'y a plus de ville qui s'appelle Éphèse. Hein. Ça s'appelle Selçuklu. Hein. Bon, vous allez à l'est de la Turquie, vous voyez cette magnifique église arménienne qui s'appelle Artamash. Eh bien, en turc, elle s'appelle Akdamash, c'est-à-dire la veine blanche. Parce que, comme ça, on lui a donné un nom turc qui est presque pareil que le nom arménien, mais ça permet de dire que ça n'est pas un nom arménien. Hein. Évidemment, il y a des noms arméniens qui survivent sur le terrain. Par exemple, vous avez une ville qui s'appelle Pakran, c'est évidemment Bakaran, le nom de la ville arménienne. Il y a une ville qui s'appelle Pasnlash, évidemment c'est Pasian, le nom arménien. Mais on a supprimé, si vous voulez, la plupart de ces noms. Les souvenirs de guerre, on a publié récemment les souvenirs de guerre d'un officier de réserve turc, un jeune homme de 25 ans qui part sur le front du Caucase. Ça a été rédigé en 1960 et la première note de l'ouvrage dit ceci: « Le moment est venu de mettre les noms turcs et de modifier l'un après l'autre les noms des villages ou des bourgades étrangères maintenus par négligence pendant des siècles et malsonnant à l'oreille. » Si vous allez auprès d'Ani, hein, l'ancienne capitale des Arméniens, vous avez des villages qui ont été construits justement quand on a, après la déportation des Arméniens, quand on a repeuplé avec des Turcs. Alors, comment s'appellent ces villages? Ils s'appellent Soylu, c'est-à-dire celui de la race, le racé, hein, en quelque sorte. Naturellement, la race, c'est les Turcs. Ocaklı, hein, celui où il y a des foyers, hein, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout étant, comment dire, en allusion au fait que ce sont des lieux turcs. Vous avez les monuments. Vous avez, par exemple, des cas de description systématique. Par exemple, il y a un monastère qui s'appelait Kretskong autrefois, et qui s'appelle en turc Beşkilise, c'est-à-dire les 5 églises. Hein. Eh bien, un soir d'élection, pour fêter la victoire de je ne sais quel parti, on a fait dynamiter tous ces monuments arméniens. Hein. Vous vous promenez à Ani. Alors d'abord, il ne l'appelle pas Ani, il l'appelle Anı, hein, parce que c'est conforme à la règle de prononciation turque. Vous croyez voir la cathédrale? Pas du tout, on vous explique, c'est la mosquée du Conquérant. Hein. Après ça, vous voyez une autre église qui s'appelle Saint-Grégoire des Abouramrens. Ils disent c'est l'église, c'est la maison de Polatolu, c'est-à-dire l'homme d'acier, en quelque sorte, dont il est question. Alors, il y a là, si vous voulez, une mémoire qu'on s'efforce d'effacer. Je rappelle que le docteur Thierry, qui a pendant 20 ans sillonné la Turquie, a dressé un répertoire, si vous voulez, et localisé plus de 2000 églises, hein, qui sont aujourd'hui probablement presque plus visibles sur le terrain et qui marquaient cela. Et si vous allez à l'Institut des manuscrits d'Erevan, eh bien, vous verrez il y a à peu près 15 000 manuscrits, c'est-à-dire même pas 5% de tout ce qui a été produit, hein, dans l'histoire arménienne, qui a survécu, mais chacun des manuscrits a ce qu'on appelle un colophon, c'est-à-dire un mémorial qui dit en telle année, dans tel village, ça a été créé, etc. Ce village se trouvait à tel endroit, il y avait la rivière un tel. Et donc, on a encore un petit peu une mémoire des lieux. Alors,
la plupart des anciens territoires arméniens ont été ou sont aujourd'hui occupés par les Kurdes. Alors, il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est accidentel, qui est récent dans cette chose-là. C'est-à-dire que c'est quand on a commencé à envoyer des hélicoptères pour incendier les villages kurdes dans les années 90, n'est-ce pas, 1990. C'était d'ailleurs des hélicoptères français, entre parenthèses. Mais on a envoyé des hélicoptères incendier les villages kurdes, et à ce moment-là, les Kurdes sont montés vers le nord, c'est-à-dire vers des territoires qui étaient arméniens, où il n'y avait jamais eu de Kurdes auparavant. Mais il y a aussi quelque chose qui est très ancien, c'est-à-dire que la politique des jeunes Turcs consistait, voyez, à compter, comme ils savaient qu'ils étaient minoritaires, hein, dans les régions de l'Est, que les Arméniens étaient plus nombreux. Ils ont sédentarisé, dans un premier temps, les Kurdes. Ils les ont implantés de force dans les régions arméniennes. Après ça, quand ils ont eu déporté les Arméniens, ils ont empêché que les Kurdes s'en aillent. Et donc, la situation qu'on a aujourd'hui à Diyarbakır, qui est une ville aujourd'hui entièrement kurde, celle dans laquelle on a assassiné un avocat kurde il n'y a pas tellement longtemps. Et eh bien, cette situation qui les embête beaucoup, parce que les Kurdes maintenant protestent contre les Turcs, c'est eux qui l'ont créé pour se débarrasser des Arméniens. Ce genre de choses, et bien comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment même dans ces régions. Alors voilà, naturellement, il y a plein de questions que je n'ai pas traitées, mais je pourrais éventuellement en donner des explications. Vous voulez ajouter quelque chose? Bah écoutez, imaginez qu'on vient d'assassiner votre fils ou votre fille ou votre père, et voilà, quelqu'un vous raconte comment on l'a assassiné. Je n'ai que mes larmes et mon silence devant ce que je viens d'entendre. Je repose une question d'actualité à poser. Il y a beaucoup de descendants d'Arméniens qui avaient été sauvés par des Turcs du massacre et qui se rappellent aujourd'hui de leur origine chrétienne et qui cherchent à redevenir chrétiens. Je ne pense pas que la situation soit tout à fait comme vous la décrivez. C'est-à-dire qu'il était entendu que si une femme arménienne acceptait d'épouser un Turc, elle serait épargnée du massacre. Et la situation est telle que beaucoup de ces jeunes filles ont été ni plus ni moins enlevées et obligées d'épouser, et épouser peut-être un euphémisme si on considère la façon dont ça s'est fait. Non, je parle aujourd'hui des descendants qui se rappellent. Eh bien, les descendants sont les descendants de ces femmes. Oui, mais qui se rappellent. De femmes qui ont été violées. Voilà, tout simplement. Qui se rappellent qu'ils étaient d'origine chrétienne. Et vous en avez qui sont en train de rester. Alors, ils n'avaient pas le droit de le dire. Ils savaient que leur grand-mère était chrétienne, mais ils n'avaient pas le droit de le dire. Et maintenant, ils commencent à le dire. Et certains veulent redevenir chrétiens, et les autorités ecclésiastiques sont assez prudentes. Écoutez, moi je peux vous dire que ceux qui redeviendraient chrétiens ouvertement auraient de très graves ennuis. Pas seulement avec la loi, qui est théoriquement laïque, mais qui en réalité ne l'est pas, mais aussi, je veux dire, avec la coutume, tout simplement. C'est-à-dire qu'on leur appliquerait la charia et qu'on les tuerait. Et moi, il m'est arrivé pendant un certain nombre d'années de traduire des documents d'état civil pour le ministère des Affaires étrangères français. Et il m'est arrivé de traduire très souvent, quand il s'agissait d'Arméniens qui demandaient d'être accueillis en France, les documents d'état civil, c'était des actes de baptême. Mais il m'est arrivé quelquefois de trouver des actes de baptême établis par des missionnaires ou des prêtres catholiques, et qui étaient des actes de baptême secrets.
C'est-à-dire c'était des Turcs qui étaient vraiment musulmans, ou bien des gens qui étaient musulmans parce qu'on les avait convertis de force, et qui redemandaient à devenir chrétiens, et dans ce cas-là, on procédait à un baptême secret, hein, parce qu'on savait qu'ils risquaient leur vie. Hein, donc ça m'est arrivé de faire ça. Mais cette situation-là, on la trouve aussi des chrétiens cachés en Iran. Aussi bien chez les Chaldéens que chez les Grecs. Vous avez des familles qui ne font pas baptiser les enfants par prudence. Moi, j'en ai connu qui, après, sont venus en France et se comportaient comme des pratiquants. Et un jour, j'ai demandé des papiers et on s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais été baptisés. Oui. On peut baptiser dans le plus grand secret, puisque Poutine, paraît-il, a été baptisé à l'époque communiste. Certes, mais je veux dire, il y avait une procédure, si vous voulez, de registre secret que les Ottomans ne devaient pas, les Ottomans, que je veux dire, que les autorités de la République de Turquie ne devaient pas pouvoir retrouver. Hein. C'était quelque chose. Moi, j'ai vu de ces documents, j'étais stupéfait. Ça passe pas. Vous en avez vu beaucoup? Pas beaucoup, mais j'en ai vu. C'est fascinant. Hein. J'en ai vu. S'il vous plaît, je n'ai pas entendu le nom du conseiller de... C'est Guillaume II, c'est ça? Oui. Max Oppenheimer? Von Oppenheim. Pas Oppenheimer, pas Oppenheimer. C'était la même famille? Non, absolument pas. Oppenheimer, c'est un nom de famille comme ça, mais non, Max von Oppenheim était un orientaliste allemand très connu, spécialiste de l'arabe, de l'histoire de l'islam, enfin c'était comme ça. Est-ce qu'il y a des preuves patentes de sa déclaration, du fait que ce soit lui qui est conseiller? Oui. Quel était son rôle chez Alors, il était directeur, si vous voulez, aux affaires étrangères. Quelle était sa motivation? Eh bien, parce qu'il pensait que c'était une bonne... Non, il pensait que c'était une bonne idée stratégique. C'est-à-dire que... non, il pensait que si on déclarait le djihad, hein, on allait mobiliser un plus grand nombre d'ennemis. C'est-à-dire, il se disait... Vous voyez, si vous voulez, le sultan, qui était nominalement le chef, même à l'époque des jeunes Turcs, il n'était pas seulement chef de l'Empire ottoman, il était calife de tous les musulmans. Et par conséquent, on se disait, si le calife déclare le djihad, ça veut dire que les musulmans du monde entier seront tenus de respecter ce djihad. Et il y aura des fatwas qui seront, émises par les autorités religieuses, mettons justement en Perse, qui n'est pas dans le coup, mettons dans tous les pays où il y a des musulmans, et qui obligeront à attaquer les ressortissants des puissances belligérantes et les chrétiens qui sont réputés être leurs complices dans cette affaire. Alors, quel était l'intérêt des Allemands? Eh ben, l'intérêt des Allemands, c'était de multiplier le nombre des ennemis des Alliés. Oui, ils étaient anti-catholiques. Alors, non. C'est quand même les religieux. C'est contre les Russes. C'est des catholiques. Quand même. Non, les Allemands ne pensaient uniquement qu'à multiplier le nombre des ennemis de toutes les puissances alliées. Et ils espéraient que le djihad leur permettrait de faire ça. Et de mobiliser. Bon. Et quant à ce que pensaient les Allemands des Arméniens, si vous voulez, leur position était assez variée. Mais par exemple, un des ambassadeurs de Guillaume II, qui s'appelait von Wangenheim, qui est mort peu avant la guerre, il disait la même chose que Pierre Loti, c'est-à-dire qu'il disait que l'Arménien est à l'Orient ce que le Juif est à l'Occident, et que ce sont des parasites qui ruinent tous les peuples qui les accueillent. Et donc, le mot vermine est employé par... pas par Pierre Loti, mais par Wangenheim, qui parle de vermine à ce moment-là. C'est la même chose pour Bronsart
Bronsart, qui était le conseiller de l'état-major, Bronsart von Schellendorf, je ne me rappelais plus son nom, Bronsart von Schellendorf, qui était le conseiller allemand du grand état-major turc. Hein. Alors, il y a eu un seul grand chef allemand qui a été courageux en la matière, c'était Liman von Sanders. Il était commandant à Smyrne, et quand on lui a dit de massacrer les Arméniens de Smyrne, il a dit, si on massacre les Arméniens, ça va inquiéter les Grecs, et nous n'avons pas besoin que les Grecs entrent en guerre contre l'Allemagne, s'ils ne l'étaient pas au début. Donc il a réussi à sauver les Arméniens. C'est un des rares chefs allemands qui se soit compromis pour sauver les Arméniens. Et les Dardanelles là-dedans? Alors les Dardanelles, c'est tout à fait une autre histoire, puisque c'est un autre front. Hein, il y avait le front du Caucase et le front des Balkans. Et on sait qu'il y avait une mauvaise coordination entre les armées alliées en Orient, et elles ont subi la défaite des Dardanelles, de Gallipoli, comme disent les Turcs, et évidemment ça a été un fait qui a été monté en épingle par la suite. Ça a été très important comme défaite, mais le fait a été monté d'autant plus en épingle que Mustafa Kemal était général aux Dardanelles. Vous nous expliquez beaucoup de choses. Est-ce que c'est une erreur de vous demander dans toute cette période-là quelle était l'influence de ceux que l'on a appelés les loups gris? Alors, les loups gris, c'est plus tard. Hein. Les loups gris, c'est plus tard. C'est-à-dire, c'est un nom, je veux dire, tout dépend de ce qu'on veut dire. Les loups gris, c'est un parti nationaliste qui a, qui a prospéré jusqu'à une date tout à fait récente. Aujourd'hui, il a changé de nom. Il s'appelle Parti pour le mouvement national. Hein. Il a un chef qui s'appelle Devlet Barcheli. Et il tient son congrès tous les ans avec des gens qui ont point levé, etc. J'y assistais, hein, parce que j'étais avec un groupe de Turcs qui avaient des... d'être encore, qui ne s'appelle plus les loups gris, d'avoir... Bon, mais à l'époque, il s'appelait, si vous voulez, c'était le parti Jeune Turc, le parti Union et Progrès qui a fait cela. Hein, en France, on les appelait les loups gris. Non, c'est après. On les a appelés loups gris. On les a appelés loups gris, disons, après la période kémaliste. Après, je veux dire... Franc-maçon, quand même. Alors, la franc-maçonnerie, c'est encore une autre chose. En effet, la plupart des membres du comité unité Union et Progrès étaient francs-maçons. Voilà. Ça, c'est un fait certain. Hein. Mais j'allais dire, il y a beaucoup d'hommes de la Troisième République qui étaient francs-maçons et qui, je crois même, est-ce que Clémenceau était franc-maçon? Hein? Eh bien, Clémenceau a été un adversaire déterminé, on peut dire, des jeunes Turcs. Hein. Donc on ne peut pas non plus... Pourquoi la France et Briand a-t-il empêché? Comme il y a des catholiques contre les catholiques, il y a des francs-maçons contre les francs-maçons. Briand, si, Briand a empêché parce qu'il y avait des militaires sur place, et tout ça, et Briand a empêché il pouvait protéger les Arméniens. Pourquoi est-ce que Briand, est-ce que c'était parce qu'il était franc-maçon et la haine des catholiques, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Pourquoi est-ce que Briand a empêché? La France était protectrice et aurait pu protéger les Arméniens. Vous savez, la France, après la Première Guerre mondiale, était épuisée. Elle avait eu les yeux plus gros que le ventre en demandant justement qu'on lui passe la Cilicie, la Syrie, etc. À un certain moment, l'état-major a pris la décision qu'il ne pouvait plus tenir la Cilicie. Et ils se sont repliés, et malheureusement, ils n'ont pris aucune mesure pour protéger les Arméniens. Oui, mais il y avait des militaires sur place qu'on voulu, on les a empêchés, on leur a donné l'ordre de ne pas les protéger. Ça, c'était malheureusement une idée perverse de la discipline militaire, oui. Mais c'est comme ça que ça se passe. Au Levant, ce sont des initiatives locales d'officiers maçons, ce n'est pas un ordre du gouvernement français. Quelle était l'importance numérique des Arméniens avant 1915? Alors, chiffre à peu près, parce qu'il y a évidemment ceux qui étaient dans l'Arménie, ceux qui étaient en Anatolie. Est-ce qu'on a une idée du nombre de populations que ça représentait?
Ben, écoutez, on a du mal à imaginer qu'il y ait eu plus de 3 millions d'Arméniens à cette époque. Hein. En tout cas dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'il y a au moins 50% de la population qui a été tuée. Peut-être ça représente plus. Deux questions. Première question par rapport à la politique allemande. Est-ce que ça a un rapport avec le Kulturkampf? Non, le Kulturkampf, c'est une, comment dire, c'est un mouvement anticlérical, enfin anticlérical est d'ailleurs peut-être un peu exagéré. C'est un mouvement, disons, de laïcisation un peu agressif qui a été mené par Bismarck. Non, mais à l'époque, il y a quand même des théories de la guerre totale qui sont très sérieusement envisagées par l'état-major. Et la guerre totale, ben, c'est et se débarrasser entièrement de certains ennemis. À partir du moment où on classe les Arméniens comme ennemis de l'intérieur, ben, il est recommandé de s'en débarrasser. La guerre totale au niveau turc, pas au niveau allemand. Pardon? Vous parlez là au niveau du régime des Turcs, des Ottomans, pardon. Attendez, l'Allemagne, si vous voulez, essayons de reprendre les choses. Alors, j'ai sauté des marches, si vous voulez, pour vous raconter cette histoire. Le vrai problème, c'est, donc je reprends, mais très brièvement, à partir du traité de Berlin. Donc, au traité de Berlin, les puissances occidentales acceptent ou obligent la Russie à se retirer de l'Arménie qu'elle a à peu près complètement conquise, à condition que l'Empire ottoman fasse des réformes administratives dans ces territoires occupés par les Arméniens, n'est-ce pas, et dont elle rendra compte aux puissants alliés périodiquement. Hein. Alors, les Turcs, autrement dit, ont créé ce que Bernard Kouchner appellerait un droit d'ingérence des puissances alliées dans l'Empire ottoman. Naturellement, les Ottomans ne veulent pas du tout en entendre parler. Alors, ils profitent, si vous voulez, de l'imprécision du traité pour dire on va résoudre le problème radicalement. Quelles sont les régions habitées par les Arméniens? Il aurait fallu les énumérer, mais elles ne sont pas énumérées nommément. Hein. Alors, on va s'arranger pour que ces régions n'existent pas, qu'il n'y ait aucune région où les Arméniens seront majoritaires. Donc, premièrement, alors il y a plusieurs systèmes, redécoupage des circonscriptions. Hein. Deuxièmement, implantation d'immigrés hein, qui viennent des Balkans, on en a autant qu'on veut. Troisièmement, modification, alors ça c'est là un euphémisme, modification de l'équilibre ethnique. Hein. Et donc, modification de l'équilibre ethnique, ça veut dire massacre organisé et toléré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sultan Abdulhamid crée la cavalerie hamidiyée qui est chargée justement de terroriser les Arméniens. Alors très vite, il se forme des milices d'autodéfense qui se réfugient dans l'Empire russe. Hein, je parle dans les années 90. Et la réaction du sultan est terrible. C'est les massacres de 94 à 96 qui font 300 000 morts. Voyez hein. Et donc, après les massacres de 96, il se produit un mouvement arménophile, une vague arménophile, qui submerge l'Europe. C'est-à-dire que ça commence en Angleterre, et puis après, ça se poursuit en France, singulièrement à Montmartre. Vous avez, comment dire, des gens assez différents, comme Albert Demain, comme Anatole France, Clémenceau, Jaurès, etc., qui prennent parti, et surtout une campagne de caricature absolument féroce, comme dans l'Assiette au beurre, dans des trucs comme ça. Et alors ces caricaturistes appellent, comment dire, Abdulhamid, le grand seigneur avec un A, hein, celui qui saigne, hein, qui fait saigner, bon, et il le représente tout le jour avec des pyramides de crâne à côté de lui, enfin comme ça. Et donc,
en un clin d'œil, Abdulhamid devient le pestiféré de l'Europe. À ce moment-là, le roi, l'empereur plutôt, le Kaiser Guillaume II, prend son yacht, va faire une croisière en Méditerranée et va féliciter le sultan. Hein. Donc en 98. Alors à partir de ce moment-là, la politique extérieure de la Turquie change totalement. Hein. C'est-à-dire que la Turquie, qui s'efforçait de tenir une balance égale entre les puissances occidentales, est ouvertement pro-allemande. Et donc, de 1898 à 1914, il y a un travail de noyautage, si vous voulez, d'abord de l'entourage des sultans, puis quand le sultan est renversé en 1908, des intellectuels turcs, jeunes turcs. Et si vous lisez le livre excellent hein, de Franz Werfel, qui s'appelle « Les 40 jours de Musadak », vous verrez un chapitre qui est totalement fondé sur les mémoires du pasteur Lepsius, n'est-ce pas? Et qui s'appelle « Entretien avec le tyran », et dans lequel Lepsius, ayant appris qu'on commence à arrêter les Arméniens, va voir Enver Pacha, donc le ministre de la guerre, et lui pose des questions. Et Enver Pacha lui dit, bien, vous ne connaissez pas ça en Allemagne, vous avez de la chance, vous avez une population homogène, mais imaginez que vous ayez des populations allogènes qui veuillent vous faire ceci et cela, comment feriez-vous? Comment feriez-vous hein? Est-ce que vous ne seriez pas en droit de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires? Enfin, là-dessus, Lepsius cite l'ambassadeur des États-Unis qui s'appelle Morgenthau. Alors l'autre lui dit « Ah, Morgenthau, bien entendu, on voit d'où il est et de quoi il veut parler, c'est une maladie. Qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas les en empêcher, ils en parlent tout le temps, ces gens-là. » Bon, et après, il lui dit « Il n'y a pas de coexistence possible entre l'homme et le bacille de la peste. Hein. Et voilà la question. Alors, aujourd'hui, on est en mesure de comprendre à quel point, si vous voulez, l'état-major allemand, la pensée allemande avait partagé, avait infiltré, si vous voulez, ces élites qui croyaient à l'Europe, et qui croyaient dans la pensée européenne, et qui étaient tout à fait admiratives devant les penseurs allemands. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Deux questions. Du côté des Allemands, est-ce que c'est des arguments délibérément racistes donc, qui ont poussé l'Allemagne à favoriser le génocide? Seconde question, je reviens sur les loups gris qui sont évidemment bien postérieurs. Quels sont leurs rôles exactement à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils sont dans l'opposition à Erdogan? Quels sont leurs rôles par rapport à Daesh? Est-ce qu'ils profitent du pétrole de Daesh eux aussi, ou est-ce qu'ils combattent? Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Tout ce que je sais, c'est que, si vous voulez, les successeurs factuels hein, des loups gris, ça s'appelle aujourd'hui le MHP, c'est-à-dire Milliyetçi Hareket Partisi, le parti du mouvement nationaliste. Et ces gens-là, donc, voilà, tous les étés, ils se réunissent dans un endroit, attendez, ça va me revenir, au bord du lac de Van, tout à coup c'est Arlat, le nom de la ville. Ils se réunissent à Arlat, au bord du lac de Van, parce que Arlat a été le premier émirat turc en Asie mineure. Et là, ils tiennent un petit congrès, un petit congrès idéologique qui dure à peu près une demi-journée. L'après-midi est consacré à des jeux turcs traditionnels, des courses de veaux, des trucs comme ça, des concours de fanfares militaires. Le lendemain matin, c'est une grande manifestation sur un stade où les gens, point levé, demandent la réunion de tous les pays turcs d'Asie mineure, et dans l'après-midi, ils attendent leur chef. Et leur chef, je vous dis, à l'heure actuelle, il s'appelle Devlet Bahçeli. Alors, il était précédemment
allié aux socialistes, au dernier gouvernement socialiste avant Erdogan, qui était Bülent Ecevit. Naturellement, ils ont été marginalisés par l'actuel mouvement d'Erdogan, mais à mon avis, ils ont été en tout cas, du temps où moi j'allais en Turquie tous les étés, ils ont été petits. Serge Sarkisian, il a signé pour ouvrir les frontières, après cela a tombé dans l'eau. Oui, c'est-à-dire les Américains ont insisté, ils ont fait signer un accord, théoriquement on devait réexaminer la question du génocide, ou examiner ceci, cela, et ça n'a pas marché. C'est-à-dire c'est les Turcs qui n'ont pas voulu finalement appliquer cet accord qui leur avait été suggéré par les Américains et que les Arméniens avaient signé. Vous pouvez revenir sur l'épisode du Moussadag? L'épisode du Moussadag, évidemment, est un glorieux épisode de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez, c'était des Arméniens qui étaient du côté d'Antioche, en réalité, pas très loin d'Antioche, d'Alexandrette. Ils vivaient sur une montagne où il y avait une dizaine de villages arméniens. Et quand ils ont vu arriver les soldats ottomans qui venaient les chercher pour les emmener en déportation, ils se sont mis d'accord pour la résistance armée, ce qui leur était possible à cause du relief. Ils connaissaient très bien la montagne et faire monter d'abord on ne pouvait pas monter avec de l'artillerie, enfin c'était pratiquement impossible, donc il fallait faire monter des tirailleurs ottomans et jouer sur un terrain auquel ils n'étaient pas du tout habitués. Donc ils ont tenu 40 jours et au bout de 40 jours ils étaient probablement épuisés, ils n'auraient pas pu tenir plus longtemps à cause de la nourriture, à cause de l'épuisement. Et ils ont réussi à faire des signaux. Et ils ont été aperçus par un navire français qui croisait au large. Et le commandant, dont je ne me rappelle plus le nom, à ma grande honte, je dois dire, parce que, désobéissant aux ordres de l'état-major, a décidé de leur porter secours. Et donc ils ont tous été transportés au Caire, à Port Saïd plutôt, et ils se sont ensuite engagés dans la Légion d'Orient de façon à combattre pour les Alliés. Ils ont été d'abord, ils ont essayé d'aller en Cilicie, puis quand les Français ont évacué la Cilicie, ils sont allés en Syrie, hein, et aujourd'hui la plupart d'entre eux, ou leurs descendants sont soit en Amérique, soit encore un petit peu en Arménie. Et ils fêtent tous les ans cette fête-là. Et je dois dire qu'en 2007, pour l'année de l'Arménie, j'ai fait partie d'un tout petit groupe qui essayait de demander, de soutenir la demande des Arméniens, de prêter la maquette du Moussadag pour une exposition en Arménie. Et le musée de la Marine n'a pas accepté. Donc cette maquette est restée en France, elle n'a pas reçu les hommages que les Arméniens voulaient lui donner. S'il vous plaît, les Turcs, ils achetaient leurs armements où ils le fabriquaient? Eh bien, les Turcs, justement, ça c'est les Ottomans, disons à l'époque, ils avaient toutes les fonderies nécessaires. Hein, pour fabriquer de l'artillerie, pour fabriquer... Bon, évidemment, les Allemands sont venus massivement à leur secours après 1898, ils ont eu du matériel allemand, mais précédemment, c'est-à-dire à partir des années 1830, hein, il y avait des arsenaux qui étaient dirigés par de riches industriels arméniens qu'on appelait les amirats. Hein. Et si vous voulez, à peu près tout le matériel militaire, les poudres, les arsenaux, etc., étaient fabriqués par des ingénieurs d'origine arménienne
qui étaient sujets ottomans et qui avaient étudié à l'étranger et qui ont monté les premières grandes industries dans l'Empire ottoman. Parce que moi, on m'avait dit que la France avait vendu une partie de l'armement en douce. Mais c'est plutôt les Italiens. C'est plutôt les Italiens. C'est-à-dire que il y a une période de la guerre dans laquelle on a fait beaucoup de contrebande d'armes. C'est après la capitulation de la Turquie en 1918. Et à ce moment-là, il y avait des plans de dépeçage de la Turquie. C'est-à-dire, les Grecs voulaient la région de Smyrne, les Italiens voulaient je ne sais plus quoi, les Français voulaient la Cilicie, et ainsi de suite. Et tout ça était évidemment combattu par le pacte national de Mustafa Kemal. Et Mustafa Kemal s'est armé en récupérant le matériel allemand, qui avait été laissé sur place parce qu'il y avait du matériel allemand, et en achetant des armes de contrebande, principalement aux Italiens. Comment est-ce que le sultan a pu prêcher le djihad, la guerre sainte, alors qu'il était enfermé à ce moment-là? Mais c'est pas lui qui prêchait. C'est d'ailleurs pas lui qui a signé. C'est-à-dire c'est son délégué, donc le cheikh ou l'islam, qui a signé solennellement. Et qui ensuite, c'est évidemment, le sultan était une simple fiction à cette époque. Hein. Et il n'a pas prêché, bien entendu. Il n'a pas prêché. Vous pouvez nous rappeler comment s'est terminé le califat? Eh ben, c'est-à-dire le califat, il s'est terminé finalement par la création de la République turque. Hein, puisque, de toute façon, alors là, je disais, je l'ai dit incidemment, mais c'est important, autant les jeunes Turcs ne séparaient pas, disons, l'identité turque de l'islam, hein, autant au contraire, Mustafa Kemal a œuvré pour quelque chose de laïque. Hein. Il a toléré, à vrai dire, un islam aseptisé, mais strictement aseptisé. C'est assez surprenant cette histoire de djihad parce que j'ai l'image des Ottomans décadents, du califat justement. Et donc, à partir du moment où il a été déposé, on peut imaginer qu'il n'y avait pas une vie spirituelle, spirituelle, le mot n'est pas conquérante, djihadiste si vous voulez, c'est pas l'image que j'avais de cette époque de la Turquie. Donc, est-ce que ce serait étonnant que ce soit justement cet Oppenheim qui fait un peu comme les Américains en Afghanistan, qui a rallumé le feu avec les Moudjahidines. Ça serait fascinant. Mais c'est un peu ça. C'est fou, quoi. C'est un peu ça. Cela dit, il faut penser qu'il y avait quand même un islam radical qui commence à se former dans les années 1830. Pourquoi ? Parce que c'est la conquête russe du Caucase. Si vous voulez, la conquête russe du Caucase, c'est une guerre qui a duré 63 ans, de 1802 à 1865, et qui a été une guerre absolument à mort à l'est du Caucase, c'est-à-dire justement du côté des Avars, des Tchétchènes, des peuples du Daghestan. Alors, on en a des traces très, très visibles dans le fait que ce sont toujours des régions d'islamisme absolument radicales, si vous voulez, fondamentalistes, toujours à l'heure actuelle, et qui ont totalement éradiqué le folklore local. C'est-à-dire, il n'y a plus, on ne sait rien, si vous voulez, des croyances pré-islamistes de ces régions. Très peu de choses, hein, à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? C'est que dans les années, à la fin des années 1820, est apparue la secte des Mourides, ou la confrérie des Mourides. Il y a eu plusieurs imams mourides, dont le plus célèbre est l'imam Shamil. Alors, Shamil a réussi à Dargo, donc en Tchétchénie, à infliger une victoire retentissante aux Russes. Il a défait une armée de 5 000 hommes, je veux dire, avec artillerie, avec tout l'équipement. Le vice-roi, qui était Vorontsov, s'en est tiré
d'extrême justesse. Et puis, après ça, il a enlevé des personnes en Géorgie. Finalement, si vous voulez, dans les années 60, il a été obligé de se rendre, mais ça a été quelque chose de terrible. Eh bien, les méthodes de Chamil étaient des méthodes absolument terroristes, aussi bien à l'égard des islamistes qui ne voulaient pas le suivre, des musulmans qui ne voulaient pas le suivre, qu'à l'égard des populations. Donc ça a été le premier grand mouvement radical. Et l'Empire ottoman, si je puis dire, a bénéficié, entre guillemets, du retour de ça. C'est-à-dire que les gens qui ne pouvaient plus vivre devant la brutalité des Russes, ils allaient, c'était les Tchétchènes, les Tcherkesses, ils allaient se réfugier dans l'Empire ottoman. Et ils apportaient avec eux des idées radicales. Les braises. Professeur, si les historiens actuels, qu'est-ce qu'ils pensent si les Arméniens n'étaient pas chrétiens? Vous pensez qu'ils seraient épargnés ce massacre? C'est difficile de dire s'ils n'étaient pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils auraient été? Ils auraient été musulmans. Ils auraient été musulmans s'ils n'avaient pas été chrétiens. Et donc ils auraient été probablement épargnés comme musulmans. Il paraît qu'il y a des juifs qui sont de faux, enfin des espèces de maranes en Turquie, j'ai oublié le nom, qui se revendiquent comme juifs, mais qui ont les apparences de Vous savez, les Géorgiens sont les Géorgiens dans l'histoire sont des spécialistes, si vous voulez, de la religion à dimension variable. Il y a eu, je veux dire notamment dans la région de Tiflis, etc., les rois étaient tous emmenés dans leur jeunesse comme otages à la cour du roi de Perse, islamisés de force. Ensuite, on les emmenait faire des campagnes en Afghanistan ou en Asie centrale. Puis après, quand ils avaient été sages, on les renvoyait sur le trône. Et dès qu'ils étaient sur le trône de Géorgie, ils redevenaient chrétiens. Et ça s'est fait comme ça, pendant tout le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle. C'était des janissaires de l'époque, mais avec une mentalité un peu différente. Oui. Et on a toujours l'image du dernier, alors calife, qui est avec son parapluie et qui prend le bateau anglais pour s'en aller, quoi. Il est déni à ce moment. Oui, bon, ben ça. 1923 ou 23. Et le califat, il dure jusqu'à quand? Je sais pas. Là, vous me posez des cols. Je suis pas spécialiste d'histoire de l'Empire ottoman. J'en sais ce qu'il faut pour comprendre les événements arméniens, mais là, vous excédez mes compétences. J'en ai pas. En tous les cas, merci beaucoup, monsieur, pour cette très intéressante soirée. Et je voulais vous demander, est-ce que le fait de mettre 2-3 000 musulmans dans chaque village de France, est-ce que c'est pas ce qui nous attend, nous aussi? C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Déjà la construction des mosquées. Déjà. Bah oui. Ah, ça, c'est pas le Mathias. Non, alors, voilà, donc, avant de se quitter quand même, malgré l'Arménie génocidée, malgré les massacres, quand même, sur ces terres massacrées, la dernière fois j'en avais parlé, un moine épris de Dieu a écrit donc tout ce que l'Esprit Saint l'inspirait, et notre précieux professeur Jean-Pierre Mahé, qui n'est pas arménien, qui a vraiment étudié l'arménien classique et qui l'a traduit. Je ne sais pas, si jamais vous voulez savoir ce que moine... Ça a été traduit dans les sources voilà. Ce que le moine arménien écrivait il y a 1000 ans sur les mêmes terres qu'aujourd'hui on appelle Turquie, non, il y en a qu'un seul. Vous pouvez les avoir. C'était des Arméniens catholiques. Voilà. Un seul. Comment? C'était des Arméniens catholiques. Non, les Arméniens sont des chrétiens, d'accord? Orthodoxes, non, ça c'est venu après, c'est l'histoire politique. Les Arméniens ne sont ni orthodoxes, ni quoi que ce soit, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Donc les divisions viennent du diable, parce que le diable c'est le diviseur. Donc l'église arménienne elle est primitive,
le royaume d'Arménie, c'est le premier royaume chrétien, donc l'Arménie précède les divisions. Maintenant, après, pour des histoires théologiques, pour des chamailles, pour des querelles, Victor Hugo a très bien dit, les hommes querelleurs, Dieu nous donne des étoiles et des fleurs. Donc nous restons admiratifs du Christ, mais nous n'entrons pas dans les divisions. Voilà. Mais les croisés ont eu d'excellents rapports. Mais les croisés aussi... Avec les Arméniens. Oui, bon, voilà. Oui, réciproquement. Non, avant les croisés, avant le génocide, avant tout cela, si vraiment vous voulez comprendre l'âme arménienne, il faudrait que vous ayez ces livres-là, si vous en voulez. Voilà. Ça, réellement, je vous le recommande, c'est Grégoire de Narec. Qui a été reconnu docteur d'Église par le pape Jean-François. Non, François. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, François, pas Jean-François. Non, c'est François. Ah bon. Qui l'a proclamé docteur de l'Église le 12 avril dernier. Bon, c'est possible. Non, j'étais à Rome à ce moment-là. Je ne suis pas les faits et gestes. Voilà, donc si vous le voulez avant de partir, vous pouvez les voir. Sinon... Bon, si vous permettez, voilà. je vais simplement dire un mot justement sur ce livre qui s'appelle Livre de Lamentation, Parole à Dieu de Grégoire de Narec. Si vous voulez, Grégoire de Narec, c'est quelqu'un qui, comme tous les chrétiens de cette époque, se dit le jugement dernier, c'est une chose extrêmement redoutable et dangereuse. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de confesser tous les péchés de l'humanité. Et comme, si vous voulez, comme Dieu est entièrement tout-puissant et miséricordieux, il pardonnera tous ces péchés si on les confesse d'avance. Et alors, eh bien, si on fait ainsi, il n'y aura plus de jugement dernier. Dieu dira, mais tout est écrit, tout est parfait, n'est-ce pas? Donc tout le monde est pardonné et on rentre tous au paradis. Ou du moins tous ceux qui auront lu, qui auront confessé ce livre d'un cœur. Et réparé ici-bas. Pour que ça soit complet. On prépare après. Ah ben ça bon, c'est pas. En tout cas, si voilà. Non, mais vous avez raison peut-être sur le fond, mais j'essaie de vous résumer. Alors donc ceci, c'est une tentative. Pire, j'allais dire que Balzac, qui voulait faire concurrence à l'état civil, lui veut confesser tous les péchés de toute l'humanité pour en obtenir le pardon. Et c'est un livre extraordinaire. C'est un livre, en tout cas... Oui, ça fait partie du patrimoine mondial. Et ça, au contraire, le petit livre-là, c'est des, comment dire, des hymnes mystiques pour les fêtes. Voilà.